la thèse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Karel Berthet, qui est professeur à La Rochelle University. D'après ce que je vois, c'est University avec Y ou comme ça, La Rochelle Université. Alors, en français, on est université. Ok, ok, d'accord. Alors, le thème, c'est analyse de données complexes et hétérogènes avec Galactic, une plateforme qui a été développée au sein du laboratoire L3I par Karel Berthet et Christophe Demko. Alors, une petite biographie de Karel. Je suis ou elle est professeure des universités au laboratoire L3I, informatique, images et interaction de La Rochelle Université, où elle a été recrutée en 1999 après avoir obtenu un doctorat au laboratoire LIAFA, informatique, algorithmique, fondement et application de l'Université de Paris 6. Ces travaux de recherche ont toujours eu pour fil directeur la structure algébrique de treillis et l'analyse formelle des concepts avec des contributions à la fois algébriques, algorithmiques et applicatives. Elle est responsable de l'équipe modèle et connaissances du laboratoire L3I et responsable du CMI informatique, c'est-à-dire le cursus Master Ingénierie de son université. Alors à toi la parole, Karel, et c'est un plaisir de suivre ton séminaire. C'est bien. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci aussi pour tous ceux qui sont à distance. Est-ce que tout le monde entend bien? C'est bon pour le son? Merci Rokia et merci Afrik pour l'invitation. Donc là, moi, je suis ici avec une invitation de chercheurs invités, ce qui permet de sortir du boulot, de sortir la tête de tout ce qui est contraintes, intendance sociale, familiale, professionnelle, réunion, cours administratifs, etc. pour avoir enfin l'esprit libéré et c'est vraiment très, très agréable. Donc, merci pour ça. Donc, je crois qu'ici, à Montréal, vous utilisez des subventions pour avoir des chercheurs invités. Pour info, nous, en France, c'est des appels à projets. Nous, on fait des projets tout le temps, même pour avoir un ordinateur pour remplir des dossiers. C'est un petit peu lourd, mais par contre, ce sont des appels à projets de mobilité entrantes et sortantes. Ça demande un petit descriptif, un CV. Et donc, Rokia était déjà venue 2 fois à La Rochelle, 3 fois à La Rochelle, mais 2 fois sur chercheur invité, oui, et une fois pour une conférence. Oui. Et Jessie aussi, tu étais venue une fois en chercheur invité aussi pendant ta thèse de doctorat. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai donc, Jessie, on avait commencé à travailler un petit peu là-dessus, sur ces histoires d'analyse formelle des concepts et d'étendre tout ça à des données complexes. Donc, l'analyse formelle des concepts qui a des fondements théoriques très intéressants, mais qui restent appliqués pour des données binaires. Et donc, depuis une vingtaine d'années, il y a ces questions autour de l'extension à des données complexes et hétérogènes. Alors, je n'ai pas le beeper. Normalement, si je me débrouille bien, je mets la souris comme ça et ça va marcher. Pas du tout. Alors. Parce que j'aime bien, pas du tout. Tester debout. Donc, on va faire comme ça. Donc, ce sont des travaux qu'on mène essentiellement avec mon collègue Christophe Demko de Rocky à Paris. Donc, encore vraiment merci pour cette invitation ici au laboratoire La Thèse et à Montréal. Donc, un petit exemple introductif sur des données complexes. Des données de la vraie vie, quoi, hein, des données telles que ici, ce qu'on a, ce sont dans ce tableau de données, on a des visiteurs en ligne avec euh, des descriptions pour ces visiteurs-là qui vont être des séquences temporelles. Donc, dans une première colonne, on voit qu'on a une séquence temporelle de district. On va savoir pour chaque visiteur dans quel quartier de la ville il était. Ici, c'est la ville de La Rochelle. Donc, on retrouve la plage des Minimes, qui est le nom d'une plage. On a aussi une autre séquence temporelle qui indique le temps qu'il faisait quand il se déplaçait, une autre séquence temporelle qui indique la marée. Et le quatrième attribut, c'est une température moyenne. Alors, ces informations-là ont été récoltées avec des captures GPS de trajectoire par des volontaires qui voulaient participer à cette étude-là. Et bien sûr, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de suivre des personnes, hein, c'est d'avoir
une étude des comportements. Donc là, on était dans un projet touristique pour essayer d'adapter les infrastructures touristiques au comportement des touristes dans la ville de La Rochelle. Et donc là, avec cet outil galactique, ce qu'on fait, c'est qu'on va construire ce truc-là. Donc, ce truc, c'est un treillis. On peut aussi voir ça comme un clustering hiérarchique où, à la racine, on a tous les visiteurs. Et ensuite, c'est une hiérarchie qui va décomposer en sous-groupes de visiteurs. Et dans ce treillis-là, on peut faire un zoom sur cette partie ici, qui vont être tous les visiteurs qui sont allés à la plage. Donc, il y a plusieurs plages à La Rochelle qui sont allés à une des plages de La Rochelle. Et si je refais un zoom sur ce cluster-là, donc ce sont des clusters dans cette hiérarchie, sur ce cluster-là, je vais avoir le cluster numéro 2 des 12 visiteurs qui sont allés à la plage des Minimes pendant il faisait beau, que la température moyenne était élevée et que la marée était haute. Donc, dit comme ça semble naturel. On reste longtemps à la plage quand il fait beau. Que la marée est haute, surtout la plage des Minimes, elle n'est pas accessible à marée basse. Tu t'en souviens, Jessie, je pense. Et quand la température est élevée. Donc, ça, c'est une information qui a une sémantique, effectivement, qui semble complètement naturelle. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va directement chercher de cette sémantique-là, qui nous donne une estimation du comportement de ce groupe de personnes et qui peut être intéressante dans d'autres cas d'usage en analyse de données. Et surtout, on a les données ici qui sont non dénaturées. Et là, cette description ici qui est donnée par ce groupe de visiteurs, on la voit décrite ici par 4 informations qui sont 4 prédicats en fait. Le premier prédicat nous indique que la séquence weather, donc weather c'est par rapport à la météo, match une sous-séquence. Pareil pour la séquence district et la séquence marée. Et on a une température moyenne qui est inférieure à 18. Donc là, on a un motif descriptif dans notre groupe de visiteurs. Donc, ça, c'est pas le même jour. C'est pas des visites le même jour. non, 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 c'est pas le même jour. Donc voilà, c'est ce qu'on peut faire avec Galactique. Donc comment on fait ça? Quels sont les outils derrière? Ça repose sur l'analyse formelle des concepts. Donc je vais y revenir, là donner quelques introductions avant de décrire la plateforme galactique. Donc l'analyse formelle des concepts introduit cette notion de tri des concepts et repose sur des fondements théoriques beaucoup plus anciens et se rapproche un petit peu de la fouille de motifs. La plateforme galactique, quant à elle, repose sur un algorithme qui s'appelle Next Priority Concept et sur des notions de très vite description. Et je finirai par quelques exemples. Donc, l'analyse formelle des concepts introduite en 81 par Rudolf Villeux, qui introduit la notion objet-attribut, ça c'est classique, la notion de contexte, concept, de treillis des concepts et de règles d'implication entre attributs. Si je reviens donc sur les définitions, il y en a qui ne connaissent pas, je crois, il y en a qui connaissent, mais d'autres qui ne connaissent pas. Alors, un contexte, c'est donné par une relation binaire R entre un ensemble G d'objets et un ensemble M d'attributs. Cette relation binaire R entre un objet A et un attribut B signifie que l'objet A possède l'attribut B. À partir de là, on utilise les opérateurs de dérivation. Alors, moi, je les appelle alpha, bêta. Très souvent, on les appelle aussi prime, mais prime dans les deux sens. Donc, moi, j'aime bien différencier le sens des objets vers les attributs et des attributs vers les objets. Donc, alpha va des objets vers les attributs. Et donc, alpha associe un ensemble d'objets leurs attributs communs. Et bêta, c'est dans l'autre sens, associé à des attributs les objets qui les partagent. Donc, voici un exemple en patatoïde, où ici, on a les objets d'un côté, les attributs de l'autre, et on a cette connexion alpha qui va donc du bleu vers le orange et bêta qui va de l'orange vers le bleu. Et un objet peut avoir plusieurs attributs. Un attribut peut être partagé par plusieurs objets. Ici, sur ce dessin, on fait un focus sur là, un sous-ensemble d'objets qui sont tous en connexion avec un sous-ensemble d'attributs. Donc, A, sous-ensemble d'objets en connexion avec B, sous-ensemble d'attributs. Donc, ça, c'est ce que je vais appeler un concept. Si je reprends sur cet exemple-là, non, pardon, ça, c'est ce que j'ai appelé un concept. Donc, sur cet exemple-là, ici, on a des animaux en ligne qui sont décrits par des attributs en colonne. Donc, on est sur des attributs binaires, la croix signifiant le fait de posséder un attribut. Si je m'intéresse à l'attribut swim, ici,
Avec la connexion bêta, donc qui va des attributs vers les objets, je vais récupérer les deux animaux qui sont duck et goose. Et ensuite, de swim, je vais récupérer duck et goose. Et ensuite, je réapplique alpha pour aller chercher les attributs communs à duck et goose. Et là, je déduis swim, small, two legs, feather and fly. Donc, je peux en déduire des nouveaux attributs. Donc, ça, ce mécanisme d'application de alpha et bêta permet d'obtenir ce qu'on appelle des sous-groupes stables où on va avoir une partie attribut et une partie objet. C'est aussi ce qu'on appelle un concept. Un concept avec ce sous-ensemble d'objets, ce sous-ensemble d'attributs qui sont en connexion. On appelle ça aussi des rectangles maximaux. Plus formellement, donc un concept, ça serait une paire AB telle que A est un sous-ensemble d'objets, B est un sous-ensemble d'attributs dans M, et A et B sont en connexion par alpha et bêta, ce qui est écrit ici. A est appelé l'extension du concept et B est appelé l'intention du concept. Maintenant, si je reprends ce concept AB ici, en gros qui correspond aux petits oiseaux qui nagent, qu'on a obtenu à partir de l'attribut swim. Donc, ce concept AB obtenu à partir de l'attribut swim a permis de sélectionner les animaux je me viens l'erreur, duck et goose, et de déduire des nouveaux attributs. Maintenant, si j'enlève l'attribut swim, je vais tomber sur un autre concept qui est écrit ici, qui est décrit ici, qui concerne non pas les petits animaux qui nagent, mais seulement les petits animaux. Et là, je vais rajouter dog, owl et hawk en animaux. On peut remarquer ici qu'on va avoir, si j'enlève l'attribut swim, on va avoir une inclusion de la partie attribut de ce deuxième concept B' dans la partie attribut du premier concept B. Et à l'inverse, on a une inclusion inversée de la partie attribut du premier concept A dans la partie attribut du deuxième concept A'. Maintenant, si j'enlève l'attribut small, ça va me permettre d'avoir un troisième concept où on rajoute ici l'objet, l'animal A. Et on tombe sur le concept des oiseaux. Alors que là, on avait les petits oiseaux et les petits oiseaux qui nagent. Et maintenant, si je rajoute l'attribut médium, je vais avoir à nouveau un autre concept qui est ici, qui va impliquer le fait qu'on va enlever duck, goose, dove, owl et hawk, et on va déduire hunt en attribut. Toujours en utilisant le mécanisme alpha-bêta dans nos tables de données initiales. Donc voilà pour un exemple. Donc formellement, cette relation qu'on a mis en place entre concepts, qui a été formalisée par ces flèches, se décrit par une relation qu'on dit de spécialisation-généralisation qui est définie ici, c'est-à-dire que deux concepts A, B' sont en relation lorsqu'on a l'inclusion sur la partie objet et l'inclusion inverse sur la partie attribut. Et quand on considère l'ensemble des concepts possibles munis de cette relation-là de spécialisation-généralisation, on obtient une structure qu'on appelle le treillis des concepts. Cette structure, je vais vous la présenter sur l'exemple. Par contre, je vais vous la présenter sous forme réduite. C'est-à-dire que si je reprends là ces deux concepts ici, où on avait, donc cette relation de spécialisation-généralisation, ce qu'on peut observer, c'est que celui-là a swim en plus de celui-là par rapport à la relation d'inclusion, et celui-là a dog, all, hawk en plus de celui-là par rapport à la relation d'inclusion. Donc, en fait, dans la structure de treillis, ce qu'on fait, c'est qu'on ne représente que les nouveaux attributs et les nouveaux objets dans un sens et dans l'autre du parcours. C'est-à-dire que là, pour ce concept, on ne représentera que swim et pour celui-là, on ne représentera que les trois nouveaux objets. Donc, c'est ce qu'on appelle la représentation réduite. Donc, voilà la structure de treillis des concepts sur la base de données initiale avec la représentation réduite. Donc, ici, comment ça se lit ce truc-là? En haut, on a le concept initial de tous les objets. Et donc, par représentation réduite, si je prends un concept au hasard, celui-là, pour savoir quels sont les objets attributs qui le composent, ben, pour avoir les objets, il suffit d'aller en dessous.
de regarder tous les objets des concepts en dessous. Donc là, en dessous, on va avoir égal, all, dove, hawk, duck et goose, si je ne me trompe pas, qui sont tous les objets qui sont en dessous. Donc, qui sont représentés là, la partie A du concept. Et pour avoir la partie attribut du concept, on va aller chercher les attributs qui sont au-dessus. Donc là, on a fly, feather and two legs. Donc, ce concept-là qui représente le concept de tous les oiseaux. Ici, on a le concept de la même façon de tous les petits oiseaux. Et là, on retrouve le concept de tous les petits oiseaux qui nagent. Donc, cette structure de treillis sous forme réduite qui nous donne cette information. Donc, en haut, on a l'ensemble de tous les objets. Et en bas, on a un ensemble vide d'objets. Et donc, c'est une hiérarchie sur l'ensemble des données. Donc, l'AFC repose sur des fondements théoriques plus anciens. Les mots-clés là, de ces fondements théoriques, ça va être connexion de Galois, treillis de Galois, opérateur de fermeture, treillis défermé, et cette fameuse structure de treillis qu'on retrouve partout. Donc là, je vous ai mis une image d'Évariste Galois qui est décédé très jeune, une vingtaine d'années, je crois, dans un duel à cause d'une femme. Alors, c'est la notion de treillis de Galois et de connexion de Galois. Date à peu près de 1830. On n'a pas vraiment de publication à cette époque-là, mais c'est des choses qu'on retrouve dans des correspondances qu'il avait avec d'autres chercheurs. Et en fait, ce qui est dit, c'est que cette paire alpha-bêta, c'est une connexion de Galois entre l'espace des parties des objets et l'espace des parties des attributs. Donc, il y a beaucoup de travaux. Là, on est vraiment dans de l'algèbre. Et il y a une définition de l'ensemble des paires AB dans cette, posée par Évariste de Galois, telle que A est inclus dans bêta de B, qui est équivalent à B inclus dans alpha de A, compose ce qu'on appelle un treillis de Galois. Et donc là, on retrouve une définition qui est proche de celle du treillis des concepts, qui repose donc sur les propriétés algébriques de la connexion de Galois. Il y a tout un tas de propriétés qui s'en dérivent. Et ce treillis de Galois, c'est exactement le treillis des concepts de l'analyse formelle des concepts. Une autre propriété intéressante aussi, c'est que la composition alpha-bêta forme un opérateur de fermeture. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que c'est un opérateur isotone extensible et idempotent. Et en fait, ça permet de calculer tous les fermés ou encore tous les points fixes par rapport à cet opérateur-là. Et si on considère l'ensemble de tous les points fixes fermés ordonnés par inclusion, on va obtenir une structure qui, à nouveau, est une structure de treillis, qu'on appelle le treillis des fermés. Et c'est la même que le treillis Galois, et c'est aussi la même que le treillis des concepts. Donc, tout ça, c'est la même chose avec des formalismes différents. Donc là, on est plutôt dans le monde de l'algèbre. Et donc, un treillis, ça a aussi été introduit donc, par Dedekind en 1903, repris par Birkhoff en 1940, avec deux définitions différentes. Une première algébrique, ici, une deuxième ordinale. Ces deux définitions ont toutes les deux mettre toutes les deux en avant ce qu'on appelle la notion de borne supérieure et de borne inférieure, où dans la première définition, c'est un opérateur algébrique, alors que dans la deuxième, c'est un élément. Mais c'est la même chose. Et donc, on a un résultat qu'on appelle le théorème fondamental, qui est dû à Bernard Monjardet, qui date de 1970, qui met en avant un isomorphisme d'un treillis avec le treillis de Galois. Tout treillis est isomorphe au treillis de Galois de sa table des irréductibles. Donc, ce résultat est très important. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est que la table des irréductibles. Là, ce qui est dit, c'est qu'en fait, quand on prend une structure de treillis, on peut l'obtenir par une construction de treillis de Galois à partir d'autre chose. Ça veut dire que tout treillis peut s'obtenir par cette construction-là. Treillis de Galois, c'est la même chose que treillis des concepts, c'est la même chose que treillis des fermés. Et donc là, ça veut dire que la structure de treillis caractérise ou représente des données à partir toujours de quelque chose. Les irréductibles, en gros, ce sont des éléments qu'on ne peut pas obtenir par borne supérieure ou inférieure. Et c'est ces fondements théoriques qui ont permis de mettre en avant des bijections qui sont très intéressantes et utilisées en analyse formelle des concepts, qui sont centrés treillis et opérateurs de fermeture.
Donc là, il y a un survey qu'on avait écrit donc, avec M. Denko en 2018 qui reprend tous ces éléments-là. Mais en fait, comme tout treillis correspond au treillis gallois ou au treillis des concepts d'une table des irréductibles, on a des bijections très intéressantes. Ici, on prend un treillis qui peut être un treillis gallois, un treillis des concepts ou un treillis simple, algébrique. En utilisant le théorème fondamental, ça revient au même. Ici, j'ai la représentation de mes données tabulaires, objet, attribut, classique avec les points. Il y a aussi la notion de règles, règles d'implication. Ici, j'ai des règles d'implication, des règles sur l'ensemble des attributs. Par exemple, la règle A implique C, ça signifie que tous les les objets de ma table qui ont l'attribut A vont aussi avoir l'attribut C. Donc, voilà la définition. Donc là, on a trois façons différentes de représenter l'information. Tabulaire, sous forme de règle d'implication et sous forme de treillis. Et le théorème fondamental nous permet d'établir des liens de bijection entre ces objets-là. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir plusieurs tables objets attributs qui vont permettre d'obtenir le même treillis, mais à partir d'un treillis, on peut extraire ce qu'on appelle les irréductibles pour avoir un seul représentant de toutes ces tables qu'on appelle la table binaire réduite aux irréductibles. Et donc, ça veut dire que là, on a une bijection entre un treillis et sa table binaire réduite aux irréductibles. On a aussi des travaux qui mettent en avant des bijections entre un treillis et des systèmes de règles. Alors, on peut avoir plusieurs systèmes de règles qui permettent de générer le même treillis. Donc, un système de règles qui génère un treillis, ça veut dire qu'on va aller chercher, lorsque tous les objets possèdent l'attribut A, alors ils possèdent l'attribut B, l'attribut C. Et donc, de cette façon-là, on va aller pouvoir chercher tous les attributs qui sont vérifiés par des parties des objets. Et on génère aussi un treillis. Et de la même façon, on peut avoir plusieurs systèmes de règles qui génèrent le même treillis. Et il y a des travaux qui ont montré qu'à partir du treillis, on peut extraire des bases de systèmes de règles, en particulier deux bases, la base canonique directe et la base canonique, qui sont définies sur les subirréductibles. Donc ça, ce sont des travaux qui sont intéressants parce qu'on utilise les propriétés algébriques pour définir ces bases de règles. Et ensuite, eh bien, avec toutes ces bijections-là, donc de cette bijection et de cette bijection, on en déduit une bijection ici. Ces travaux-là, pour définir ces bijections, reposent tous sur la notion centrale de système de fermeture et de treillis. Et donc, si on a des bijections, eh bien, on a des algorithmes de génération derrière. On peut générer le treillis à partir de la table binaire à partir du treillis, etc., etc. Donc, des algorithmes de génération sans paramètres, avec une unicité de ce qu'on génère. Donc, ce sont ces outils-là, ces objets-là, qui sont utilisés en analyse formelle des concepts pour faire de l'analyse de données. Et donc, toutes les preuves de l'existence de ces objets reposent sur les propriétés algébriques des treillis et des systèmes de fermeture. Donc, il y a des algorithmes intéressants, parfois exponentiels, et donc, c'est ce qu'on utilise en analyse formelle des concepts. Donc, l'analyse formelle des concepts trouve des applications pratiques dans de nombreux domaines tels que la fouille de données, recherche d'informations, apprentissage automatique, extraction de connaissances, etc. Et on a donc cette structure de treillis des concepts qu'on peut voir comme un clustering hiérarchique interprétable des données où chaque concept A, B, A est un sous-groupe de données, donc un cluster, et B est un motif des attributs qui décrit les objets A. Et donc, c'est un clustering ici qui est hiérarchique et qui a l'avantage d'être interprétable avec cette notion de motif qui les décrivent. Et du coup, la possibilité aussi d'extraire des bases de règles entre les attributs qui peuvent représenter des implications, mais aussi des associations. Donc, implication, ça veut dire que c'est une règle qui est vérifiée par tous les objets. Et association, ça veut dire que c'est une règle qui peut être vérifiée par une majorité des objets. Donc, extraire des règles, il y a aussi des algorithmes qui permettent de le faire. Donc, si on regarde le lien entre maintenant la fouille de motifs, alors ça, c'est quelque chose qui a été introduit par le premier algorithme, c'est a priori par Agrawal
oui, en 94, qui lui a introduit le vocabulaire de la fouille de motifs euh, avec ces notions de motifs fréquents fermés, d'extraction de règles d'association. Donc tous ces travaux-là, où on a, pour des données symboliques, là, une génération hiérarchique par division des motifs. Alors il parle de motifs fréquents. Et ensuite, il y a une introduction avec la clause des motifs fermés, où là, on retrouve cette notion de fermeture et d'opérateur de fermeture, avec la volonté d'extraire des règles d'association. Donc, ces travaux-là, au début, avaient été introduits dans un projet pour étudier le panier de la ménagère. Et maintenant, c'est utilisé dans d'autres domaines. Et du ménager. Ou du ménager. En 94. Ah oui. Donc ça, c'est assez ancien. Bon, là, la principale limite ici, c'est qu'il y avait un déluge de motifs, un déluge de règles d'association. Par contre, très rapidement, ils ont essayé de faire la même chose pour des données non symboliques, hein, pour des données plus complexes, telles que la séquence, le graphe, etc. Donc là, les premiers travaux sont très anciens, hein. On a pour de la séquence, ici, on a GSP, puis on a Clospan qui introduisait cette notion de fermé en 2003. GSPAN pour du graph mining, ça a commencé en 2002, et puis après, ben, il y a eu des améliorations où ça s'est arrêté. Il y a toute une histoire derrière, mais là, c'était vraiment pour identifier le, le point historique où on a commencé à s'intéresser à ces problématiques-là. Mais que ce soit pour des séquences, des graphes ou des motifs, on a toujours un déluge de motifs et de règles. Mais par contre, ce qu'on peut observer ici, c'est que pour des données symboliques, on va avoir, avec l'algorithme ACLOSE, un cluster d'objets qui va être représenté par un closed item set, un item set fermé. Donc ça, c'est ainsi que ça a été introduit. Et finalement, c'est la même chose qu'un concept avec cette notion de motif qui décrit les objets. Si on regarde au niveau séquence, on va voir là, nos objets sont décrits par des séquences, comme dans l'exemple introductif. Un cluster d'objets va être décrit par des sous-séquences communes maximales. Et finalement, pour des graphes, un cluster d'objets va être décrit par des sous-graphes communs maximaux. Donc, on retrouve cette même idée. Sauf que là, sous-séquence commune maximale, sous-graphe commun maximaux, problème NP complet, l'algorithme qui explose, on ne sait pas trop calculer, ça coûte cher. Mais théoriquement, Pour la séquence maximale commune, est-ce que les éléments doivent se suivre exactement ou juste précéder? et donc si on fait un comparatif entre la fouille d'un motif d'un côté et FCA de l'autre, donc les motifs fermés se définissent via un opérateur de fermeture. Les règles d'association non redondantes peuvent être obtenues à partir de bases d'implication, la base canonique ou la base canonique directe. On a dans les deux cas une génération des motifs par division. Donc par division, c'est-à-dire qu'on part de tous les objets et on divise pour avoir des sous-groupes d'objets, ce qui permet d'obtenir une hiérarchie. Et il faut garantir la structure de Tréguier pour éviter les doublons, pour éviter des manques d'informations. Et en fouille de motifs, ce qu'on observe, c'est que si on veut s'intéresser à des données complexes, comme la séquence ou le graphe, on n'a pas de généricité. On va avoir un algorithme dédié à chaque type de données. C'est-à-dire qu'on va avoir des algorithmes pour les séquences, des algorithmes pour les graphes, des algorithmes pour les données catégorielles, etc. Et en fait, là, ce qu'on peut dire, c'est que le traitement des données, complexes ou autres, n'est pas décorrélé de la génération du treillis. Alors qu'en fait, il y a deux traitements ici. Il y a le premier traitement, c'est la génération du treillis, et l'autre, c'est le traitement des données. Donc ça, c'est ce qu'on propose de faire avec Galactic, mais c'est aussi ce qui a été proposé dans des travaux plus anciens en analyse formelle des concepts pour essayer d'avoir des fondements théoriques derrière tout ça. Est-ce qu'il y a des questions sur la première partie? Je peux revenir sur des points.
Donc, analyse formelle des concepts, concept, objet, attribut, un concept, un contexte, un concept, un treillis, les fondements théoriques derrière, les bijections et le lien avec la fouille de motifs. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est cette hiérarchie, le clustering hiérarchique des données et puis l'extraction de règles. En fait, il y a une personne on vient de penser tout à l'heure avec Robert, pour moi, c'est le collègue qui m'a introduit au treillis gaulois, Robert Godin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je n'ai jamais croisé, mais j'ai lu beaucoup d'articles de lui. Oui. Ouais. Et Robert, c'est drôle, il nous a dit, une fois quelqu'un dans un congrès lui a dit, Are you Mr. Gallois? Il a dit, non, I'm not Mr. Gallois. Parce que Robert, c'est les treillis gallois. J'ai une autre anecdote à raconter plus tard. Mais Monsieur Gallois est mort très jeune aussi. Et donc c'est lui qui m'a introduit à ça. En fait, en 93. Non, moi, 90. Toi, 90, ok. C'était pas né, 93. Donc, en 93, on a utilisé ça dans le génie logiciel. Donc, la première fois, c'est pour analyser des hiérarchies de classes, puis après, on est revenu plusieurs fois. Je crois que c'est ce qui intéresse. Oui, et Marianne aussi. Et Marianne. Ah oui, aussi. Marianne Bouchard. Oui. Ceci tout, c'était juste une parenthèse. Est-ce que vous avez des questions à distance? Ah, Petko aussi est là à distance. Il est là. Ça va? Vous n'avez pas de questions? Je continue? Ah, s'il y a une question. Par contre, vas-y, faut que si tu as une question, Petko, il faut que tu allumes ton micro. Non, parce que tout était très clair. C'est pour moi, c'était pas de nouveau. J'apprécie la clarté. Puisqu'on est aux anecdotes, la première fois que j'ai entendu parler de tri du gallois et de connexion du gallois, c'était vraiment dans un contexte qui n'avait rien à voir. C'est les gens de vérification de logiciels, de validation vérification de logiciels qui parlaient de la correspondance du gallois qu'il y avait entre les parties de logiciels qui vérifiaient différentes propriétés. Et c'est drôle. Par contre, c'était des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Ils étaient des gros théoriciens. Un d'entre eux, enfin, le chef de laboratoire, a gagné pas beaucoup plus tard, il a gagné le prix Turing. C'est un certain Sifakis, Georges Sifakis, pour ceux qui savent. D'accord. Moi, Par je contre, toi, parle. tu t'abstiens de préciser l'année, j'ai vu. Je m'abstiens de préciser l'année qu'il a gagné. Non. Ouf. Ah, l'année, non, non, je peux la préciser, c'est 94. Mais tout ça, c'était très loin de FCA. J'ai entendu parler des FCA et des tris tri de gallois version allemande, tri de concept, beaucoup plus tard. Pas beaucoup plus tard, peut-être 2 ans plus tard, 96, quand je commençais à faire ma thèse de doctorat. Excusez-moi pour le bruit derrière, là, ici, c'est le champ de bataille. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne peux pas me présenter. Et je regrette, c'est imprévu, des travaux qui devaient devenir. Ben, on connaît le problème, beaucoup de retard. Donc, je me taise tout de suite pour ne pas polluer avec tous ces bruits-là, l'audio. Merci Petko. Oui, par contre, pour moi, il n'y a pas forcément une école française et une école allemande. Je dirais plutôt que la notion de treillis de gallois, introduite effectivement par Évariste Galois, est dans un champ très algébrique et donc est intéressante pour tout ce qui est preuve de bijection, éventuellement preuve d'algorithme. À l'inverse, la notion de treillis des concepts introduite par l'école allemande met bien en avant la notion d'objet, d'attribut, ce qui n'est pas le cas avec les définitions algébriques, et est plus dans un champ, je dirais, informatique applicatif. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas de choisir une école, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller chercher la synergie des deux qui sont complémentaires
et qui font que l'analyse formelle des concepts est vraiment un domaine où on peut avoir à la fois rencontrer des collègues qui vont être très algébriques et qui ne savent pas coder, et d'autres collègues qui ne voient que les objets attributs et qui ne savent pas ce que c'est qu'un opérateur de fermeture. Et c'est cette richesse-là qui, à mon sens, est intéressante. C'est très transversal. Alors, Next Priority Concept répond à ces questions-là, donc des questions qui viennent à la fois de l'analyse formelle des concepts et de la fouille de motifs. Première question, c'est comment étendre l'analyse formelle des concepts à des données non binaires. Et deuxième question, c'est comment éviter le déluge des motifs ou de concepts. La réponse à la première question, c'est une réponse qui est ancienne, hein, qui date de 2001. L'idée, c'est il suffit d'étendre la connexion de Galois. Pour étendre l'accès à des données non binaires, il faut avoir une connexion de Galois entre l'espace des objets et un espace de description qui va être différent. Et comment éviter le déluge de motifs ou de concepts? Là, l'idée, c'est de sortir de la fouille. On va chercher tous les sous-groupes possibles de façon systématique à des approches plutôt de découverte de sous-groupes. Donc, on a essayé de répondre à cette question-là. La première question donc, qui concerne l'extension de la connexion de Galois, là, de façon générale, la connexion de Galois, introduite par Évariste Galois, est définie entre deux ensembles ordonnés. En analyse formelle de concepts, ces deux ensembles d'ordonnées sont côté objet, l'espace de toutes les parties des objets munis par l'inclusion. C'est un ensemble ordonné, ici. Et côté attribut, c'est l'espace de toutes les parties d'attributs munis de la relation d'inclusion. Quand on a des attributs binaires. Donc, si on veut l'étendre, on peut considérer non pas cet espace d'attribut binaire, mais un autre espace qui aura aussi une propriété qui doit être une propriété d'ensemble ordonné. Donc, ça, c'est ce qui a été proposé avec les patterns structures en 2001, où il y a cette introduction d'un espace de description pour des attributs non binaires. Et cet espace de description doit être muni d'une relation d'ordre. Alors, si on est sur un espace de description, par exemple, des séquences, la relation d'ordre entre deux séquences, ça sera la notion de subsumption. Une séquence est inclue dans une autre séquence. La notion de sous-séquence. Une séquence est inclue dans une autre séquence. Et de façon générale, on va parler ici de subsumption. Un graphe inclus dans un autre graphe. Et ça généralise finalement cet ordre-là où on a toutes les parties des attributs. On va avoir un sous-ensemble d'attributs inclus dans un autre sous-ensemble d'attributs. Donc, quand on a un espace de description, il faut avoir une relation d'ordre, donc définir cette notion de subsumption. Une autre approche qui date de 2000, donc qui a eu lieu en parallèle, hein. Donc là, c'était les travaux de Sébastien Ferré, où il propose de décrire des objets par des formules logiques qui peuvent se combiner. Et il y a aussi une relation de subsumption entre les formules logiques. Dans ces deux approches... En fait, je n'ai pas compris la première phrase. La connexion est définie de façon plus générale. Oui. C'est quoi la différence entre la définition des attributs pour des données simples et pour des données complexes? J'ai manqué. Alors, moi, ce que j'appelle attributs pour des données simples, c'est des attributs binaires, des croix dans les cases. Et des attributs plus complexes, ça peut être des nombres, des valeurs, ou ça peut être des séquences plus complexes. Comme dans mon exemple introductif, Ouais. dans les cases, je n'ai pas une croix, mais j'ai une séquence. Okay, c'est bon, je comprends vite, mais il faut m'expliquer plusieurs fois. Il n'y a pas de souci. Je ne connais pas ça. Ces deux approches, en fait, vous proposent d'avoir des objets décrits donc par d'autres attributs, séquences, nombres, etc. Pour calculer tous les concepts, il va y avoir une approche agglomérative, c'est-à-dire qu'on va essayer de fusionner et d'agglomérer. Donc, sur des approches, des formules logiques, on va combiner les formules logiques. Donc, on est sur une approche agglomérative, c'est-à-dire une approche bottom-up pour calculer tous les concepts et un espace de description qui doit être précalculé. Donc ça va être la limite de ces approches-là. Par contre, ces approches ont permis d'établir cette notion d'extension de la connexion de Galois à d'autres espaces de description et de bien formaliser les choses.
Donc, c'est ce qu'on a repris avec l'algorithme Next Priority Concept. On a repris cette définition. Par contre, on propose une approche par division top-down. Et là, on a des descriptions qui vont être des prédicats logiques. Donc, on reprend cette idée de formule logique ici. Donc, on va avoir des prédicats logiques. Et ces prédicats logiques qui vont être calculés à la volée pour chaque cluster ou pour chaque sous-groupe. Donc, cet algorithme est implémenté dans la plateforme Galactic. Donc, Galactic est essentiellement basé sur cet algorithme qui date de 2020, qui permet de faire de l'analyse de données complexes, mais aussi hétérogènes, parce qu'on peut mixer en utilisant cette notion de prédicat. On a des prédicats qui sont dédiés aux données, mais qui sont génériques. Un prédicat, ça renvoie un booléen, donc c'est générique, explicatif, adapté à chaque sous-groupe, calculé pour chaque sous-groupe. Et on introduit aussi la notion de stratégie interactive d'exploration de chaque sous-groupe qui permet de réduire le déluge de motifs descriptifs des sous-groupes. Et donc ça, c'est le symbole de Galactic pour la petite histoire. Donc, vous connaissez Star Wars. Mon collègue Christophe Demko adore Star Wars. Donc ça, c'est censé être lui et ça, c'est censé être moi. Et donc, dans Galactic, on a bien Galois Leitis. Donc, question, quel est le lien entre ces deux images? Il y en a deux. Duel. Rokia, tu le sais déjà. Oui, je le sais déjà, donc je ne vais rien dire. Il y a l'histoire de duel. De duel. Duel, il est mort. Évariste Galois est mort en duel à l'épée. Ah oui, c'est ça. Donc, on retrouve. Et il y a un autre lien qui est plus compliqué. Je pensais que vous alliez dire qu'il était en compétition avec son père. Ah, ça, je ne sais pas du tout si c'était avec son frère. Le deuxième lien, alors je ne sais pas si à distance vous allez le voir, c'est qu'en fait, si je prends, ça va pas C'est marcher. quoi que le lien? Ah, Les deux flèches indiquent comment la connexion de Galois est antitone. Il parle de connexion de Galois. Oui, elle est antitone, oui. Oui, je dis la flèche verte, enfin l'épée verte et rouge. C'est tout à fait Quand on ça. regarde, c'est comme si c'est. Ce que j'allais faire en dessin, Léonard. Je ne sais pas si on va bien. Il faut juste trouver un stylo quelque part. Il faut aller chercher un stylo. Il faut le rouge et du vert, hein. C'est rouge et vert sur le dessin. Alors, je ne sais pas si vous voyez à distance, la caméra est bien là. Je ne sais pas où elle est. Donc là, espace des objets, espace des attributs. Un objet qui est en correspondance avec plusieurs attributs. Un attribut qui est associé à plusieurs objets, alpha, bêta. Donc, ça fait les sabres, les deux sabres. Et donc, ça repose effectivement sur le fait que ça soit une propriété entière. C'était les deux liens. Donc, Next Priority Concept a été publié en 2020 dans TCS. Je vais vous le raconter de façon intuitive, un peu à la main, on va dire. Donc là, on considère ici les points noirs correspondent à nos objets, à nos données. Et on va considérer une description qui va être commune à toutes ces données-là. Et on utilise pour ça cette notion de prédicat. Un prédicat, ça va être quelque chose qui est vrai pour toutes mes données. Et en fait, on ne va pas avoir un seul prédicat. Nous, ici, on va avoir plusieurs prédicats, ou une conjonction de prédicats. Et en fait, chaque prédicat va correspondre à une ligne dans cet espace de description qui correspond aux bordures de cette enveloppe convexe généralisée. Donc ici, on va avoir les bordures. Et les objets qui vérifient tous les prédicats sont les objets qui sont dans l'enveloppe convexe généralisée. Donc, c'est cette idée-là, cette notion d'enveloppe convexe généralisée qu'on utilise de façon donc générique dans chaque espace de description. Et donc,
pour un sous-ensemble de données d'objet A, donc ici nos points noirs, on va aller chercher les bords de l'enveloppe convexe généralisée, le représenter par des prédicats. C'est ce qu'on appelle la description. Et donc, on va avoir d'un côté nos données A et de l'autre côté leur description delta de A. Donc, une description, ça va être un ensemble de prédicats qui correspondent aux bordures de l'enveloppe convexe généralisée dans chaque espace de description. Ensuite, on utilise la notion de stratégie. La notion de stratégie, ça va être aussi des prédicats. Donc, un prédicat, soit c'est vrai, soit c'est faux, ça correspond à des coupes dans notre enveloppe. Donc là, ici, j'ai deux coupes, deux stratégies. Une première coupe ici qui va séparer d'un côté les objets bleus et les autres. Donc, les objets bleus sont ceux qui vérifient ce prédicat et les autres qui ne le vérifient pas. Et là, j'ai un deuxième prédicat qui va séparer à nouveau les objets roses d'un côté qui vérifient le prédicat et les autres. Et à partir de ces deux coupes, on obtient deux sous-ensembles de nos objets. Donc, une stratégie est un ensemble de prédicats qui représente une coupe dans l'enveloppe convexe généralisée qui permet d'affiner notre ensemble initial de données A en des sous-ensembles plus petits que j'appelle des sous-ensembles candidats, A' qui vont être inclus dans A. Mais pas disjoint. Ça peut être disjoint ou pas. Si on n'a qu'une seule coupe, ça sera disjoint. Si on a plusieurs coupes, ça ne sera pas disjoint. Et ensuite, pour chaque candidat sélectionné, alors on ne va pas forcément toujours sélectionner les candidats, mais pour chaque candidat sélectionné, pour chaque candidat A' sélectionné, donc ici le bleu et le rose, on va à nouveau calculer les prédicats qui vont correspondre aux bordures de l'enveloppe convexe généralisée. Donc ici, pour A', on aura les prédicats du bord qui sont là, qui vont être sa description, delta de A', et là, on va avoir un A seconde avec les prédicats du bord. Et on recommence ce processus. Et de cette façon-là, on va pouvoir calculer les concepts prédécesseurs A' de notre concept A delta A. Donc, je parle de candidats sélectionnés parce qu'on utilise aussi des tests sur les candidats proposés par les stratégies, ainsi qu'un mécanisme de propagation de contraintes directes et croisées pour garantir le maintien de la structure de treillis qui permet d'éviter les doublons, etc. Donc, c'est l'idée de l'algorithme Next Priority Concept. On a des descriptions delta par des prédicats. Donc, en fait, là, j'utilise des delta I. Delta I, c'est dans chaque espace de description I. Donc, on va avoir dans chaque espace de description une description delta I qui est une application qui va associer un ensemble de prédicats à un cluster de données dans chaque espace de description. Par exemple, si on est dans l'espace de description de données numériques, donc une colonne d'attributs numériques, on aura des prédicats du type plus petit que X. Si on est dans un espace de description plutôt catégoriel ou symbolique, on va avoir des prédicats du type possède l'attribut Y, comme en AFC classique. Si on a des prédicats de type séquence, si on a un espace de description ou une colonne de type séquence, on aura des prédicats du type contient S comme sous-séquence. Et donc, comme ça, on peut avoir des prédicats dans chaque espace de description. Et ce qu'on fait, c'est que pour avoir la description finale, on va faire l'union des prédicats dans chaque espace de description I. Dans mon exemple introductif, j'avais 3 séquences temporelles et une valeur numérique qui était la température. Mon cluster d'exemple était décrit par 4 prédicats, un dans chaque espace de description. Et donc, à la fin, la description finale, qui va être l'union des descriptions dans chaque espace de description I, va être le motif qui va décrire mes objets. Est-ce que, quand vous choisissez des descriptions, est-ce que vous avez des critères de qualité, du genre minimize overlap, ils sont à peu près de taille équivalente, des affaires comme ça? On en a plusieurs, ça dépend. Il faut que ça vérifie des propriétés algébriques, mais après, on peut définir plusieurs descriptions. Par exemple, pour les séquences, on va avoir la description du type plus grande sous-séquence commune avec des gaps. On peut avoir aussi plus grande sous-séquence commune sans des gaps, donc c'est de la sous-séquence. Ou on peut avoir aussi plus grand préfixe commun. Là, il n'y en a qu'un.
Est-ce que vous pouvez revenir au slide précédent? Après, j'ai un autre exemple qui va revenir là-dessus, qui va être plus clair peut-être. Je ne sais pas, à voir. Carré. J'aimerais comprendre la différence entre stratégie et concept. On a d'une part le concept avec sa description et la stratégie, est-ce que c'est défini par l'utilisateur? Oui. Il précise un prédicat Oui. en visant peut-être un concept ou tout simplement sans nécessairement viser un concept parce que je vois juste que tu fais un découpage. C'est juste le slide d'après. OK. Donc, la stratégie, c'est une application qui va générer à nouveau des prédicats qu'on appelle des sélecteurs, qui va permettre d'affiner un groupe de données en sous-groupes. Et donc, on va avoir plusieurs types de stratégies. Alors, pour des données numériques, les prédicats, ça va être est plus grand que le max, est plus petit que le max et plus grand que le min de toutes mes données numériques. Une coupe ou un sélecteur, une stratégie, ça sera est plus grand ou plus petit que la moyenne ou qu'un quartile. Ça permet de couper mes données en plusieurs parties. Quand on dit plus grand, plus petit que la moyenne, on coupe en deux parties. Des quartiles, on va couper en quatre. Donc là, ça va être exclusif. On peut aussi regarder tous les sous-groupes possibles de données, en chaque fois en enlevant la valeur extrême. Et quand on fait ça, on va calculer tous les sous-groupes possibles. On va être dans les approches classiques de l'analyse formelle des concepts et du pattern mining, qui génèrent tous les possibles avec le risque de début de motifs. Alors qu'avec plus petit ou plus grand que la moyenne, on va limiter. On sera plus dans la découverte de ce groupe ici. Et donc, on peut avoir des stratégies plus sophistiquées qui permettent de limiter le déluge de motifs. Et on propose aussi des métastratégies de filtrage, par exemple par rapport à un seul support sur l'ensemble de nos données. On ne peut pas générer des clusters qui contiennent moins de tant de pourcentage de données. On peut aussi introduire des mesures de classification supervisée, comme l'entropie. Ça, je peux vous montrer un exemple. Et donc, faire du supervisé. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans l'algorithme aussi, on peut changer de stratégie au cours de l'analyse. On n'est pas obligé de garder la même stratégie tout le temps. On va maintenir quand même la structure de tri. Alors ça, c'est intéressant. Approche interactive. L'analyse peut choisir de changer de stratégie pour chaque sous-groupe. Par contre, pour faire ça, il faut avoir l'interface logicielle qui va bien. Et nous, on est des chercheurs, on n'est pas des développeurs. Passer son temps à faire une interface logicielle, ça ne rentre pas dans les missions d'enseignement et ça ne rentre pas dans nos missions de publication. Donc, c'est pas fait. Mais théoriquement, c'est possible. Et donc, Karel, le théorème, excuse-moi, c'est désolé qui? de t'interrompre. Je profite d'un accalmie ici de la bataille pour poser ma question. Est-ce que tu as mentionné par hasard un peu plus tôt, ou j'ai peut-être mal compris, vous maintenez quand même une structure de treillis? Oui, oui, Quand vous décidez de ne pas tout explorer, parce que c'est ça où oui, il peut y avoir des problèmes, c'est à ce moment-là qu'on peut perdre la structure de tri si on fait de façon arbitraire le choix de certains oui. sous-concepts par rapport à d'autres. On utilise un mécanisme de Tu peux... propagation de Ok. contraintes croisées, propagation de contraintes héritées, de façon à maintenir les bornes sup et les bornes inf. Et de cette façon-là, et chaque concept généré est enfermé. Donc, de cette façon-là, on obtient un treillis. Et donc, grosso modo, vous avez un nombre partiel que vous complétez au C'est fur et à ça. mesure. Oui. Est-ce Une que forme c'est de la complétion complétude de de Dedekind Dedekind McKnight. McNeely? Oui. Ok, d'accord. Très bien. Merci. Et donc, le résultat principal de cet algo nous dit que si chaque description, dans chaque espace de description, vérifie cette fameuse relation de subsumption de façon à ce qu'il y ait un ordre, alors notre algorithme calcule le treillis des concepts de O, P et alpha, bêta qui sont déduits. O étant l'ensemble des objets et P, c'est l'ensemble des prédicats calculés par les descriptions. C'est pour ça que les stratégies, on peut les changer finalement. Alors, C'est peut-être ça qui répond à ma question, mais je vais quand même poser ma question. Si vous pouvez revenir au slide où il y a trois étapes, je parle du...
Oui, j'essaie de comprendre le passage d'étape 2 à l'étape 3. Donc, je fais une stratégie, ça me permet Coupe. de diviser. Donc là, on va chercher ce sous-groupe A', Ouais. et ensuite, on va chercher ce sous-groupe A'. Et ensuite, Donc, le premier sous-groupe, je vais l'appeler A1, ouais, rose. Le deuxième sous-groupe A2, bleu. ouais. Et ensuite, pour chacun des sous-groupes, on va à nouveau calculer les prédicats du bord. Ça va donner deux prédécesseurs à notre concept ici. OK. Et on Les continue. prédicats, en fait, Comment on fait ça pour répond à une autre de mes questions sur les critères de qualité des prédicats. Donc là, je vois que de l'étape 2 à l'étape 3, les prédicats ne sont pas more permissive than they need to be. Euh, donc, à l'étape 2, je peux inclure des points dont je n'ai pas besoin, qui sont au coin, et à l'étape 3, vous vous arrangez que ça fait. Comment vous vous assurez que ça fait, que ça ne laisse pas de vide? À chaque fois, mais comme Rokia, vous me faites vous me faites mes transitions d'un slide à un autre, c'est génial. On ne s'est pas entraîné, hein, c'est promis. Alors, pourquoi ça marche bien? Parce que derrière, dans cet espace de description, il y a des belles propriétés. En fait, l'espace de description, c'est comme une géométrie convexe. Donc, c'est un cas particulier des treillis qui garantissent l'existence d'une enveloppe convexe généralisée. Derrière ça, il y a des propriétés algébriques, il y a surtout l'anti-exchange property. Et on a aussi une autre propriété, c'est qu'il y a une unique base dans chaque espace de description. Donc ça, c'est important. Unique base, c'est unique générateur minimal. Donc ça, on l'a formalisé. Donc ce papier-là, ben, il est plus récent, il date de 2024. Ça pique un peu le formalisme. Je pense que ça peut encore se simplifier, mais on a vraiment réussi à poser les choses. On y travaille avec Simon, je crois que tu connais, Jessie. Simon Villemain? Non, tu ne connais pas. Et Christophe. En gros, sur un exemple, ici, sur cet exemple-là, si je considère ici les points, ici, j'ai mis mes trois données, c'est X1, X2, X3, V1, V2, V3. Je peux les décrire, et là, j'ai un V4 qui s'allume. Je peux les décrire par des prédicats. Un prédicat, ça va être une ligne, séparation linéaire, qui va permettre de me séparer mes objets dans n'importe quel espace de description. Et donc là, si je prends X1, l'objet X1 est vérifié par P1, P2, P3, P4. Donc alpha de X1, ça va être P1, P2, P3, P4 sur cet exemple-là. Mais il peut y en avoir plusieurs autres. Je peux avoir un P5 ici, un P6 là, un P7. Le nombre de prédicats potentiellement descriptifs de X1 est infini. Et maintenant, si je prends cet ensemble de prédicats potentiellement infini et que je fais un alpha dessus, un bêta dessus, donc alpha de X1, ça me donne un nombre infini. Si je fais un bêta dessus, comme j'ai P1, P2, P3, P4, je vais retrouver mon X1, mais je vais aussi retrouver X2, X3, V1, V2, V3. D'accord? J'ai une remarque, Karel. Moi, le schéma que tu as montré et pour lequel Afid a demandé des explications me rappelle un travail que j'ai effectué avec Léonard. Et Léonard peut me contredire si je suis dans le tort. Alors, cette idée de ce que tu as appelé stratégie, c'est de la fouille de données interactives. Je demande au système de me dire quelles sont les caractéristiques, quels sont les objets qui ont tel prédicat. Et comme je peux obtenir un groupe qui n'est pas un cluster, qui n'est pas un concept, à ce moment-là, j'applique les dérivations pour obtenir le vrai sous-concept. C'est ça le passage du point 2 au point 3, de l'étape 2 à l'étape 3. Et avec Léonard, on a travaillé sur l'approximation. L'utilisateur pose une question, donnez-moi les caractéristiques des individus. Le système peut dire, il existe un concept, ou encore, il n'existe pas de concept, mais il y a une borne supérieure, une borne inférieure, ou un intervalle
dans lequel pourrait se situer ce groupe d'individus? Ben, il faut garantir qu'on tombe sur un fermé. Oui, Donc, absolument. effectivement, Oui, absolument. comment est-ce qu'on fait? Parce que là, on va chercher les prédicats à la volée. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que ça soit un fermé? Oui, c'est ça. Et donc, oui, c'est exactement ça. Donc là, sur un autre exemple, ici, je m'intéresse aux objets x1, x2, x3 et je rajoute le v1 qui est là. Et en fait, je voudrais tous ceux qui sont dans cette zone jaune, ce qui devrait me permettre de déduire v2. Et là, encore une fois, si je fais alpha de x1, x2, x3 et v1, je vais, par le même phénomène, retrouver mes prédicats p1, p2, p3, p4, mais qui vont me rajouter v3. Or, moi, je voudrais vraiment m'arrêter à ça. Donc, à vraiment aller chercher les bords de l'enveloppe convexe généralisée de cette zone jaune. Et donc, pour faire ça, pour ne pas avoir V3, en fait, il faudrait considérer d'autres prédicats ici, que j'appelle B1, B2, B3, qui entourent parfaitement ma zone donnée par X1, X2, X3 et V1, qui va rajouter V2 et on ne va pas rajouter V3. Donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? Pour aller chercher, rajouter ces B1, B2, B3 qui sont ces prédicats-là. En les rajoutant ici, on peut observer que j'aurai toujours mes P1, P2, P3, P4 et je rajoute B1, B2, B3 dans le alpha de la zone que je veux calculer. Et en fait, ce qu'on va chercher, c'est qu'on va chercher les valeurs extrêmes de cette zone que je veux calculer. Donc, les valeurs extrêmes ici de X1, X2, X3 et V1, ça va être X1, X2, X3. Les valeurs extrêmes de la zone. Donc, les valeurs extrêmes, il y a une définition algébrique, me permet d'obtenir X1, X2, X3. Et ensuite, une fois que j'ai les valeurs extrêmes, je vais chercher les bordures de cette zone et j'obtiens B1, B2, B3. Donc, ma description ici sera exactement B1, B2, B3. J'enlève P1, P2, P3, P4. Donc, ça, c'est le formalisme qu'on a posé. Et on appelait ça description lattices of generalized convex rule, donc des treillis de description pour des enveloppes convexes généralisées, où on fournit les définitions pour calculer ces prédicats. Donc, c'est ce qu'on appelle les prédicats de la bordure. Il y a des cas dégénérés. Par exemple, quand on veut calculer une enveloppe convexe avec deux points alignés, ça n'existe pas. Donc, il faut gérer les cas dégénérés. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on a proposé tout ça. C'est ce qui est écrit dans ce papier. Donc, dans ce papier, d'espace de description, on a nos descriptions delta qui, à un sous-ensemble A, va rajouter les bordures des points extrêmes de l'enveloppe convexe définie par les points extrêmes. Et ça, c'est la gestion des cas dégénérés. Un exemple, ici, on a nos valeurs qui sont dans R. Et on veut avoir des prédicats, mais des prédicats qui sont dans Z. Donc, notre espace de valeur dans R, notre espace de prédicat, ça sera plus grand ou égal que une valeur dans Z, ou alors plus petit ou égal que une valeur dans Z. Si je prends mes valeurs, ici sur cet exemple-là, moins 1,2, 3, 4, 5,3. En faisant un alpha là-dessus, je vais avoir un nombre infini de prédicats dans Z. D'un côté, ça sera plus grand que moins 3, plus grand que moins 2. Et ensuite, on s'arrête parce qu'on a moins 1. Donc, les prédicats qui sont vérifiés par toutes les données. Et de l'autre côté, on aura plus petit que 6, plus petit que 7, plus petit que 8, plus petit que 9, etc. Et maintenant, si je fais un alpha sur ces prédicats-là, dans R, je vais avoir beaucoup de valeurs. Et je vais en avoir trop parce que je vais aller jusqu'à... non, je vais avoir un nombre infini de valeurs. Si j'applique cette histoire de valeurs extrêmes et de bordure, les valeurs extrêmes de moins 1,2 jusqu'à 5,3 dans l'espace Z, ça va être moins 2 et 6. Ensuite, les bordures de moins 2 et 6 vont être décrites par deux prédicats, supérieur ou égal à moins 2, inférieur ou égal à 6. Et donc, ma description de mon ensemble de données, ça va être ces deux prédicats. Donc là, avec la notion de valeur extrême et de bordure qui viennent de l'algèbre des géométries convexes, on peut définir les prédicats de façon précise. Donc, les géométries convexes, ce sont une classe de treillis
qui ont certaines propriétés qu'on utilise pour montrer ça. Et donc pour définir les prédicats de la bordure. Donc ça, c'est un autre exemple avec des chaînes de caractères. Je pourrais y revenir si on veut. Voilà. Donc voilà pour l'algorithme et du coup pour la théorie derrière sur la notion d'espace de description et de grille de description. Donc cet algorithme a été implémenté dans une plateforme qu'on appelle Galactique. Donc c'est la fleur. Donc on retrouve les sabres. Ça, quelqu'un a une idée de ce que c'est? J'ai un collègue qui aime bien s'amuser. Python? Oui, ça veut dire que c'est implémenté en Python. Plutôt gentil, ça. Le cœur de l'algorithme, ça va être l'algorithme Max Priority Concept, mais on va aussi retrouver dans ce cœur-là une implication de tout ce qui est algèbre des treillis, FCA, etc. Donc, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Et donc, on va avoir un écosystème de plugins qui est proposé avec des plugins pour décrire différents types de caractéristiques, booléennes, numériques, catégorielles, séquences temporelles, séquences d'intervalles. On avait commencé le triadique avec Rokia aussi. Des plugins pour des descriptions associées aux caractéristiques. On peut avoir plusieurs descriptions pour un type de caractéristiques. Par exemple, pour les caractéristiques booléennes, on va avoir les descriptions simples, mais on va aussi avoir les descriptions par formule logique minimale, de minimisation. Je cherche le nom de la description, par clause logique. Pour les séquences, on va avoir des descriptions par sous-séquence maximale commune, mais aussi des descriptions par sous-préfixe maximal. Des stratégies associées aux descriptions, des métastratégies comme des mesures de support, d'entropie et autres. Et on a tout un tas de data readers, de lecteurs de données, qui vont du CSV au JSON, en passant par d'autres outils. Donc, on a le Python. On aimerait bien pouvoir introduire la possibilité d'avoir une traduction somatique, mais ça ne marche pas encore très bien. Il y a la notion de, c'est quoi ça? Couverture de code, test. Ah, oui. Ok. Ah, logique. Et les feuilles, ce sont des outils logiciels qui sont en cours de développement. Celui qui marche bien, c'est Galactic Laser, qui permet de générer un treillis. Il va prendre en entrée notre fichier de données avec les différents readers et un descriptif des caractéristiques, description et stratégie mesure voulues au format JSON. Et ensuite, il va générer le treillis. On a pour objectif aussi de mettre en place Galactic Explorer qui va permettre de sélectionner certains concepts seulement. Et Galactic Ruler où ce sera un travail sur les règles. Mais ça, c'est des projets, c'est pas, il y a plusieurs applications. Donc, implémentation en Python de 3.9 à 3.12. Là, il y a une erreur, ça va jusqu'à 12. Il y a les documentations de code générées automatiquement à partir du code. Et là, on travaille sur des supports de formation. Donc, ça, c'est en cours. En fait, si je peux venir cette année, c'est parce que j'ai un congé de CPP pour mettre en place ces supports de formation. Donc, qui vont arriver prochainement. Parce qu'il faut une formation pour comprendre tout ça, hein, ce n'est pas accessible facilement. Il faut comprendre les concepts. Et puis nous aussi, on apprenne à mieux raconter les choses et à le vulgariser. Donc, il faut une formation pour utiliser ces outils. Et en gros, on a identifié deux publics. On a l'analyse de données programmeurs, qui peut utiliser des API. Donc là, on a déjà commencé à faire des cours TP en Master 2 depuis 2 ans, 3 ans à La Rochelle, cette année à Rennes et à Hanoï aussi. Et la possibilité aussi d'utiliser les applications logicielles pour des analyses de données non programmeurs. Et là, je travaille beaucoup à l'Université de La Rochelle avec des collègues des autres laboratoires et surtout sur tout ce qui est fouille de données environnementales.
On est concerné aussi par la problématique de la montée des eaux, la marée, etc. Et en fait, les collègues, ils vont chercher des données, ils ont plein de capteurs dans tous les sens et ils travaillent sur des fichiers Excel avec des valeurs dans tous les sens et je ne comprends pas comment ils font pour extraire de l'information, mais ils ont besoin d'outils. Et donc, je travaille avec eux dans le cadre de projets pour ça. Et donc, on a identifié deux types de publics, l'analyse de données de programmeurs, l'analyse de données non programmeurs. Donc, ici avec des API, ici avec des interfaces, et une formation à plusieurs niveaux. Formation de base, comprendre l'exploit concept, et après, formation un peu plus sophistiquée pour être capable d'aller développer ses propres descriptions pour ses propres données. Et donc, on espère avoir en 2025 une formation modulaire en ligne, à la fois pour la formation initiale, mais pour la formation continue et pour des collègues chercheurs. Alors, un exemple, là, c'est le dataset Iris. Je me souviens plus combien il y a de données, ça doit être marqué ici, 150, voilà. Donc ici, on a le concept avec toutes nos données initiales, nos 150 iris. Donc je rappelle que la base de données iris décrit trois types de fleurs, le Setosa, versicolore, virginica, qui sont décrits par quatre attributs numériques, longueur, largeur des sépales et des pétales, et un attribut de classe qui décrit l'espèce. Donc on est là sur un jeu de données supervisé. On a utilisé donc des caractéristiques numériques pour les largeurs, longueurs, catégorielles pour l'espèce. Là, on a pris une description qui était une description d'enveloppe numérique qui lit la largeur et la longueur des pétales et qui lit la largeur et la longueur des sépales. J'avais oublié de dire que cette expérimentation a été faite la dernière fois que Rokia est venue. Il faut absolument que vous publiiez dans la revue que je suis en train de faire avec Léonard. Oui, d'accord, Rokia, pas de souci. Et c'est pour quand? C'est pour dans un mois. Mais si, vous allez y arriver. Je crois que j'ai fini ce mois-là avec des cernes jusque-là. Et, mais merci d'avoir assisté. Donc ça fait partie des premières expérimentations. Et donc, en fait, ici, on considère, en fait, les données numériques, on peut les considérer soit séparément, chacune dans son espace de description. Donc, dans ce cas-là, on aura nos prédicats qui seront plus grands que le min, plus petits que le max, plus grands que le min. Mais on peut aussi les considérer deux par deux. Et là, on va avoir des enveloppes. Si on passe à 3 par 3, ça commence à coûter cher. Mais 2 par 2, on va avoir des prédicats qui vont être des fonctions affines. Et donc là, c'est ce qu'on fait. Donc, on utilise delta NH, ça veut dire description numerical pool pour des données numériques. Delta C, c'est la description catégorielle pour des données catégorielles. Et on utilise entropie en mesure. Et du coup, on se retrouve à cette séparation-là qui ressemble en gros à la séparation classique des iris. Hein. Très vite, alors j'ai fait une vilaine capture d'écran et je ne vois rien. OK, on a Virginica ici. Donc au début, on a toutes les données. Et plus on descend dans la hiérarchie, plus on aura des sous-groupes. Ici, on a un sous-groupe de données qui sont tous Virginica. Ici, un sous-groupe de données qui sont tous versicolores. Là, on a encore Virginica et là, on a encore versicolore. Donc ici, on a des classes, des sous-groupes purs de données. Et là, on a le Setosa qui est pur aussi. Et là, tout ça, c'est un peu mélangé entre Virginica et versicolore. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le groupe Setosa, très vite, permet d'être séparé des autres. Donc ça, c'est classique sur ce jeu de données. Et on a un descriptif ici par motif commun à tous les objets qui sont ici. Donc là, on a 50 objets qui sont dans ce cluster-là. Ils sont tous décrits par une longueur de pétale inférieure à 1,9 et une largeur de pétale supérieure à 0,6. Je ne suis pas très sûre, je ne vois rien du tout. Et des iris qui sont tous de type Setosa. Ici, dans ce sous-groupe-là, on a les 100 objets qui restent, qui peuvent être soit versicolores, soit virginica. Et puis, on continue à décomposer. On obtient ici 4 clusters, 2 clusters virginica
3 clusters Virginica et un cluster versicolore. Non, pardon. Salut. 2 Virginica, 2 versicolore. Celui qui est au milieu. Celui-là? Oui. Parce que là, ils ne sont pas tous de la même classe. Voilà. Excuse-moi, ils sont pas. Ils ne sont pas tous de la même classe. Ah, ok, ok. Et donc là, ben, on peut aussi extraire des règles finalement. Si pétale est supérieur à temps et sépale à 1, donc on est dans telle classe. Donc ça, là, on est sur une analyse supervisée vu qu'on a l'entropie qui est similaire aux approches numériques. Alors là, ici, sur ce petit exemple, donc là, on a des attributs négatifs. Ce qu'on utilise, ici, on a des données, c'est un jeu de données très simple, ce sont les chiffres de 0 à 9 décrits par 5 attributs. C pour nombre composé, E, O pour nombre pair impair, P pour nombre premier et F pour nombre carré. Et en fait, là, on va considérer un seul espace de description. On ne va pas considérer un espace de description pour chaque attribut, mais un seul espace de description pour tous les attributs. Et les descriptions qu'on va utiliser, ça sera la disjonction de clause par impliquant premier, qui vérifie les propriétés voulues par les espaces de description. Ce qui permet d'introduire des attributs négatifs. Donc, au début, on a nos 10 nombres, avec leur description ici, où on a des attributs négatifs, et après, de la même façon, on décompose. Donc, on voit ici que c'est pareil, je ne vois rien du tout. Ce groupe-là qui est composé de 5 nombres qui ont en commun, on voit qu'il y a une équivalence entre note O et C. Donc, note O et C, note O et C, où on voit qu'il y a aussi une correspondance. Je ne vais pas commenter plus parce que je ne vois pas grand-chose. Donc, tous nos nombres au début avec la formule logique qui les décrit. Et ensuite, la stratégie, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un ajout d'attributs à chaque fois. Et donc, ensuite, on a une stratégie qui va nous permettre de découvrir notre soupe. J'ai un collègue qui a 5 enfants. Puis une année, il a dit, c'est la seule année où les âges de mes enfants sont tous des nombres premiers. Pouvez-vous deviner les âges? C'est entre 1 et 11. Ok, c'est bon, je continue. Il n'y a qu'un informaticien théorique qui peut faire une blague comme ça. Oui, c'est ça. C'est Alexandre. Bah, c'est le seul qui a fait ça. Alexandre Mandarassi. Regina, c'est ça qui a fait ça. 3, 5, 7. Il m'a dit l'année prochaine, on est cuit, c'est tous perdre de toutes les façons. Donc, l'analyse, autre exemple, l'analyse de trajectoire. Alors là, on l'a fait dans un projet pour l'analyse, pour l'étude des comportements touristiques dans la ville de La Rochelle, où on a pu avoir un financement et financer une thèse pendant 3 ans, où Roquiat était dans le jury de thèse. Oui. Les outils qu'on a mis en place, on les utilise actuellement. Donc là, je n'ai pas mis les résultats, mais pour faire de l'analyse de trajectoire de population marine, des phoques et autres, où là, les activités qui vont nous intéresser, ça ne va pas être dans tel quartier, où est-ce que la météo était belle, où est-ce que la plage, la marée était haute, mais on va avoir un enrichissement sémantique des trajectoires qui vont nous permettre de savoir si les groupes de population de phoques, population marine, c'est des phoques en l'occurrence, qui sont équipés de capteurs, sont en train de se reposer, de chasser ou de se déplacer en ayant les coordonnées GPS. Ce qui permet pour les collègues qui travaillent là-dessus d'identifier des zones qui sont potentiellement polluées ou qui sont potentiellement riches en nourriture. Donc, tout ça pour dire que là, un projet pour des touristes, ça permet d'avoir des financements. Et une fois que les outils sont mûrs, on peut aussi les appliquer dans d'autres domaines. Là, ce qui intéressait là-dessus, c'était d'avoir une analyse des comportements des touristes dans la ville de La Rochelle sur ce premier exemple, donc une thèse, et qui a permis de mettre en place ces outils-là. Donc, on a des trajectoires ici de déplacement de touristes qui ont voulu faire l'expérience avec nous. Donc, ils avaient accepté d'avoir un traceur GPS installé sur leur téléphone.
Pour la petite histoire, quand on a voulu faire cette expérimentation, c'était ça avait commencé en janvier 2020. Et c'était prévu pour les vacances de Pâques 2020. On n'a pas eu beaucoup de touristes à La Rochelle cette année. Mais on a eu les données après. Donc, on a des trajectoires, enrichissement sémantique de trajectoire. Donc, ici, un enrichissement sémantique par rapport à une information liée au quartier de la ville, à la météo et à la marée, sur cet exemple-là. Et donc, ça peut s'étendre à un enrichissement sémantique de trajectoire dans d'autres domaines, tels que les activités des phoques en fonction de leur position et de leur vitesse de déplacement. Au final, quel que soit l'enrichissement sémantique, ici, on a une description, pour chaque enrichissement sémantique, une description par séquence temporelle. Donc, ce que je vous donnais dans l'exemple. Donc, un enrichissement sémantique district, une séquence temporelle district, weather, séquence temporelle weather, marée, séquence temporelle marée. Et en fait, on peut aussi mixer donc avec d'autres informations, telles que du numérique, la température moyenne. Ça, on a rajouté ça pour faire une preuve de concept de cette approche-là. Donc, ici, des données non dénaturées, hétérogènes et complexes. Avec Galactic, il faut spécifier pour chaque type de données, pour chaque donnée, quelle description on va utiliser, quelle stratégie. Donc là, on utilise la description numérical pour la température et la description maximal common distancial subsequences pour les séquences. Ça va être la même. Et donc, on obtient ce treillis-là. Ce qu'on peut observer ici, c'est que chaque cluster, du coup, est décrit ici par 4 prédicats qui sont obtenus à partir de nos 4 informations. On peut en avoir plus, hein, les bordures, il peut y avoir plusieurs prédicats. Donc, on a ici un descriptif, un motif descriptif de chacun des clusters. Ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'en plus de l'explicabilité des données, donc l'explicabilité ici de notre clustering est important parce que ça permet de compenser l'effet boîte noire des approches d'IA classiques type réseau de neurones et autres qui ne fournissent pas d'explicabilité, qui peuvent poser problème dans un contexte juridique et social. Là, on a l'explicabilité des données. L'objectif, c'est donc de détecter des comportements. Mais ce qu'on peut observer ici, c'est que finalement, là, on a les groupes des touristes qui sont allés à la plage et on voit des corrélations avec la marée et la météo. Mais en termes de consommation des données, on pourrait envisager un processus interactif où l'analyste des données, qui connaît la sémantique des données, serait à même de dire que l'information correspondant à la marée et à la météo n'est importante que pour les touristes qui sont allés à la plage. Ceux qui sont en train de visiter l'aquarium ou ceux qui sont au restaurant, on n'en a rien à faire de la marée et de la météo. Et donc, en fait, on pourrait envisager aussi, là, une possibilité d'ajout interactif des données en fonction de chaque contexte par l'analyste, parce que, comme il a l'explicabilité des concepts, il peut rajouter des nouvelles données parce qu'il connaît la sémantique de son données. Donc, ce qui permet d'avoir aussi une approche plus numérique responsable de la consommation des données. Alors, ça, c'est un autre exemple. Donc, le premier exemple ici, ça, c'était une thèse avec, une thèse donc, qui a été soutenue, donc Roquiat était dans le jury de thèse. Ça, c'est un autre exemple avec des serious games. Donc, c'est un projet, hein, toujours pareil. Ici, le projet s'appelle Je peux pas, j'ai musée. L'idée, c'est d'avoir des serious games dans les musées avec des questions posées par des robots pour faire revenir les jeunes dans les musées. Donc, on a eu un financement pour un robot et on fait des expérimentations dans les musées avec des questions et les jeunes doivent aller chercher des réponses. Et ça marche bien parce que le fait qu'il y ait un robot, ça les fait venir et du coup, ça leur fait chercher tout ça. Donc, on a des scénarios qui ont été définis et on va récupérer les logs des joueurs. Quand on a l'ensemble de toutes les logs, de toutes nos traces, on fait une projection sur l'ensemble des joueurs et on obtient pour chaque joueur une séquence d'interaction avec le robot. Donc, dans ces séquences, on va d'abord avoir reconnaissance faciale et après poser une question, réponse, etc. Là, ici, on a donc des séquences, on n'a pas d'information temporelle,
Ici, on va faire une analyse préfixe. On va s'intéresser au préfixe. Pourquoi? Ben, parce que les jeux commencent toujours avec un unique point. Et donc, quand on fait l'analyse préfixe, chaque description sera un préfixe maximal. Donc, on va avoir ici une structure de treillis qui forcément va correspondre à un arbre. Et donc, ici, dans ce clustering hiérarchique, si on fait une coupe type dendrogramme, on a la coupe verte et la coupe rouge. Et là, on va avoir ici le groupe des joueurs ayant réussi à lancer la partie du jeu du premier coup, bien répondu à la première question du premier coup et mal répondu à la deuxième question. Et ça, cette information-là, où est-ce qu'on l'a, là, cette sémantique-là? Ben, on l'a par le descriptif, qui est le préfixe maximal commun à tous les genres qui sont dans le groupe. Et ça, c'est ceux qui n'ont pas répondu, ont répondu non à la première question ou alors problème de reconnaissance vocale. Et là, il y en a que 6. Donc ça, c'est un autre exemple. J'en ai un dernier, je ne sais pas, au niveau timing, je conclue ou... quelques minutes. Voilà, qui reste. Celui-là, il est un peu plus compliqué, cet exemple-là, mais celui-là, vraiment, on le fait avec le collègue, c'est tout ce qui est notion d'analyse de capteurs. En fait, on définit ici, on a des capteurs, donc ça, c'est un projet qui a été fait avec le port atlantique de La Rochelle, on a des capteurs vent-marée. Les capteurs marée, on peut les comparer avec les prédictions de marée pour aller chercher des anomalies. Donc là, on est vraiment sur les anomalies, les anomalies par rapport aux prédictions pour bien les comprendre. Les capteurs de vent aussi. Ce qu'on fait ici, c'est que nos données capteurs, donc c'est une suite de valeurs dans le temps, elles n'ont pas de sémantique. Et donc, pour monter en sémantique, mais à la fois compresser les données, on va extraire ce qu'on appelle des chronogrammes. Les chronogrammes, ça veut dire que ça va être une séquence avec des valeurs binaires 0, 1. Ici, soit il y a une anomalie, soit il n'y en a pas. Soit le vent est d'est, soit il ne l'est pas. Chronogramme de vent d'est, chronogramme de vent sud, de vent d'ouest et de vent nord. Ces chronogrammes, en fait, on les construit à partir des capteurs en utilisant des propriétés qu'on peut combiner avec la logique booléenne pour obtenir des chronogrammes plus ou moins sophistiqués. Donc là, je vais considérer mes chronogrammes. Mes chronogrammes, ça va être aussi une information temporelle. Je fais un focus, donc ça va être mes données sur les anomalies de marée, et je veux calculer les corrélations des directions du vent en fonction des anomalies de marée. Donc là, on est sur des données, sur cette expérimentation-là, des données sur... donc là, je vous montre que des petits bouts, hein, mais c'est des données sur un an. Donc, il y a une grande volumétrie des données. En utilisant les chronogrammes, on va avoir une compression des données de l'ordre de 80%, même si on a plusieurs chronogrammes à partir des mêmes capteurs. Dans la vraie expérimentation, il y en a plus de capteurs qui sont pris. Et on a une montée en sémantique. Et là, on a besoin de cette sémantique-là, en est, sud, ouest, nord, pour pouvoir interpréter les clusters. On utilise donc des séquences temporelles qui sont nos chronogrammes en attributs. Ça, c'est la description, Maximal Common Distantial Subsequences, et la stratégie utilisée. On obtient donc ici ce treillis qui est assez restreint pour des données sur un an, à moins que je me trompe de la temporalité. On a en fait ici l'ensemble de toutes nos anomalies, qui sont les focus, qui sont nos données. Et là, on va avoir ici tout un tas de sous-groupes qui vont avoir à des portes, des moments différents, des anomalies avec un vent d'est. Et là, on va avoir ici un sous-groupe de l'anomalie 18 qui est décrit par des vents dans toutes les directions. Et en fait, ça correspond à une panne de capteur à ce moment-là. Bon, là, on a fait une corrélation que sur les anomalies, donc que sur le chronogramme, les intervalles de temps vérifiés, qui correspondent à une anomalie. Donc, effectivement, on va trouver la panne de capteur. Par contre, il faudrait faire l'expérimentation inverse sur le non-anomalie. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi de telles corrélations? Donc, ça, c'est une thèse en cours aussi. Et j'arrive à la conclusion. Donc, ce que je vous ai raconté, donc avec Galactique, on a un clustering hiérarchique et interprétable de données complexes et hétérogènes, notre fameuse treillis des descriptions, avec des sous-groupes A donnés par les descriptions delta A. Ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'on a une représentation compacte des données de nos objets par les prédicats. Donc, il y a une forme d'extraction des connaissances ici. On peut extraire des règles aussi, avec des prédicats en prémisse et en conclusion.
aller chercher les générateurs minimaux et les irréductibles. Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais on y travaille. Et donc, cette notion d'approche interactive aussi, où on travaille dessus, où l'analyste peut choisir ou changer de stratégie à chaque seconde. Et donc, en gros, Galactique est ici, c'est une espèce d'enveloppe convexe entre la LCA, des données hétérogènes, sans plongement binaire, avec interactivité, possibilité d'extraction. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller de la boîte noire dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc, les problématiques des boîtes noires, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle IA boîte noire actuellement sont très performantes, mais l'analyste lui fournit des données et la connaissance extraite est souvent une connaissance cryptée, ce qui peut poser problème dans un contexte juridique et social. Et donc, derrière ça, il y a la problématique de l'explicabilité, la problématique de la confiance, mais aussi la problématique de la consommation de données. Donc, les trois verrous scientifiques actuels autour des boîtes noires. On parle de plus en plus de boîtes blanches. Alors, il y en a qui appellent ça XIA. Ça vient de Paris 6. Je trouve que c'est très, très mal choisi parce que ça fait un peu IA porno. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais moi, j'ai tout de suite pensé à ça. Mais qui est-ce qui a sorti ça? Explainable IA. Bon, boîte blanche. Boîte blanche, c'est cette idée d'avoir extrait de la connaissance avec explicabilité. Donc, une connaissance ouverte, finalement, pour répondre à la problématique de l'explicabilité et peut-être aussi de la problématique de confiance. Si on a explicabilité, on peut peut-être plus facilement mesurer la confiance. Et là, ici, moi, je propose ce schéma-là pour représenter cette idée que finalement, remettre l'expert dans la boîte en lui fournant la boîte à outils de façon à interagir avec les données, de façon aussi à savoir dans quelle direction aller, parce que c'est lui qui connaît la sémantique de ces données, et du coup, de monter aussi de baisser, pardon, en consommation des données, pour ne pas donner... Ça fait serré dans la boîte, mais lui donner la boîte à outils. Donc, en gros, c'est la boîte de sardines. Voilà, donc on a plusieurs projets autour de ça, en particulier un projet SAT, accélération transfert technologique, qui nous permet d'avoir des ingénieurs pour produire du logiciel parce que nous, on n'a pas le temps. Plusieurs thèses en cours. On a eu des ingénieurs aussi, donc des travaux qui ont commencé en 2019-2020. En termes de perspective, donc ce qu'on est en train de faire, c'est calculer les bases de règles sur l'ensemble des prédicats. Bon, ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'on n'est plus en logique booléenne classique, mais là, on est en logique des monadic first order logique parce qu'on a des prédicats monadiques. Mais par contre, il y a toujours cette notion de générateur minimaux. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on a des enveloppes convexes, on n'a qu'une seule base pour chaque fermé, pour chaque enveloppe. Donc, on n'a qu'une seule règle derrière, qu'un seul générateur minimal. La consolidation des espaces de description, à la fois en termes de propriété, mais aussi peut-être en termes d'explication, parce que comme c'est quelque chose qui est assez récent, on ne sait pas encore très, très bien raconter l'histoire. Et la possibilité de sélectionner seulement quand certains concepts, soit en coupe, comme dans un dendrogramme pour faire une partition ou autre, tout en maintenant la structure de treillis. Donc, ça sont des perspectives théoriques. Au niveau applicatif, on a besoin d'autres études comparatives de Galactique avec des modèles existantes. On aimerait bien avoir des plugins de visualisation, pouvoir aller sur le treillis, faire clic droit à visualiser pour renforcer l'interactivité. Et puis, des plugins pour d'autres données, telles que par exemple des arbres ou autres. Et des graphes, c'est en cours. Et donc, des perspectives aussi au niveau maturation, comme on est soutenu par la SAT, un déploiement de la nouvelle version de Galactique. Donc, mon collègue y travaille. Des supports de formation modulaires et l'intégration dans la plateforme Smart FCA. Donc, Smart FCA, c'est un projet ANR qu'on a en France avec les laboratoires de France qui travaillent en analyse formelle des concepts. En API RESTful de façon à pouvoir pouvoir traiter des gros volumes de données sur des applications dédiées. Donc, c'est un projet avec l'IRIS à Rennes, le Laurier à Nancy, le LIRM à Montpellier, Strasbourg et La Roche.
Donc, on aimerait bien intégrer ces mécanismes de description. Donc, c'est tout en API RESTful. Voilà, j'ai fini. Les questions? Oui, mais une question. Comment se comporte votre outil par rapport à des données qui seraient bruitées, notamment pour faire leur note convexe? S'il y a des attributs qui sont bruités, il risque d'avoir un note convexe qui est trop grande. Est-ce que ça, vous avez des stratégies pour les prendre en compte ou pas encore? On n'a pas du tout travaillé les données bruitées. Là, on est vraiment sur la méthode, le formel, la méthode et l'épreuve de concept sur des données classiques. Donc, non, pas du tout. Et dans le cas où il y a des données manquantes aussi, des features manquantes, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez gérer? Parce qu'il y a des données manquantes, on peut, ça dépend des descriptions qui sont utilisées. Est-ce que la description tient en compte les données manquantes? Il y a une question en ligne, Jean-Jacques. Ah, c'est mon étudiant. Oui, Jean-Jacques. Jean-Jacques, on t'écoute. Oui, bonjour à tous et merci encore pour cette belle présentation. Et ça a été beaucoup plus enrichissant pour nous tous. Ce que je peux juste poser comme question, c'est de savoir est-ce que le nouveau modèle que vous avez développé, l'algorithme, comment ça gère aujourd'hui, nous savons qu'il y a les problèmes des données qui sont de plus en plus nombreuses. Et comment vous gérez les problèmes de scalability? Donc, là, plus les données agrandissent dans cette analyse, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la plupart des fois, des modèles Lattice, que j'ai utilisé un peu Lattice Miner et etc., on ne s'est heurté à ces problèmes-là de la quantité de données. Si on a plus de données, ça devient de plus en plus difficile à utiliser l'algorithme. Ben là, on travaille actuellement, c'était le dernier point que j'ai cité en perspective. Là, j'ai peut-être passé trop rapidement avec l'ANR, le projet ANR Smart FCA. Il y a une plateforme qui est mise en place avec des API RESTful et les expérimentations qui ont été faites, c'est très récent, ça date de l'année dernière. Les expérimentations qui ont été faites montrent que les temps de calcul, pardon, que la plateforme permet d'appréhender des données très volumineuses avec des temps de calcul intéressants. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée. D'autres questions? En ligne, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais peut-être poser une question un peu dans la suite de celle qui vient d'être posée, parce que on comprend qu'on peut combattre la complexité avec des outils de calcul en masse, nouvelles architectures puissantes, mais quand même, il y a au fond une explosion combinatoire dans la méthode parce qu'on va chercher dans beaucoup de directions et puis il y a énormément de possibilités. Est-ce que mathématiquement, vous avez trouvé une façon de réduire le calcul? Bon, on comprend qu'il va avoir l'utilisateur qui va s'en mêler pour dire, bah, cherche dans cette direction plutôt que dans cette autre. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis désolé, il y a un bruit. Oui, on entend Justement, très bien. On OK. entend très bien. Voilà, donc c'était ça ma question. Est-ce que mathématiquement, il y a des stratégies qui sont prouvées, qui sont établies, ou tout va être laissé à l'intuition de l'utilisateur s'il ne veut pas être noyé euh, dans les résultats, ben, il est modeste et puis il s'est choisi une ou deux directions d'exploration. Je te Euh, laisse répondre. Ben là, effectivement, c'est avec cette notion de stratégie qui, effectivement, doit être sélectionnée choisie par l'utilisateur. On est plus dans une approche de découverte de sous-groupes plutôt que d'exploration exhaustive. Donc, ça permet de limiter le déluge des motifs. Et on a aussi la possibilité d'arrêter par rapport à des notions de support assez classiques et autres. Donc ça, c'est côté algorithme, côté méthode. Ensuite, côté interface, enfin outil fourni à l'utilisateur, il pourrait aussi y avoir une espèce d'approche interactive où on commence par le descriptif de toutes les données avec des stratégies à gros grains et ensuite on affine avec des stratégies plus fines. Donc on est encore dans de la découverte de motifs, mais ça serait possible avec des outils de visualisation adaptés.
qui ne sont pas encore mis en place. Est-ce que ça répond à ta D'accord. question? Merci. Oui, ça répond bien à ma question. Est-ce que l'utilisateur est suffisamment mûr dans la technique pour pouvoir bien s'orienter et choisir ce qui l'intéresse? Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté vu que derrière la théorie est quand même assez, comment dirais-je, c'est tough pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien le dessous de l'FCA. Et puis, il n'y a pas seulement FCA derrière d'ailleurs, ces enveloppes convexes. Est-ce que vous avez eu premières expériences avec des gens qui n'étaient pas du tout spécialistes, qui ont utilisé la plateforme, qui se sont dit oui, ça va? Ou c'est peut-être encore trop tôt, mais Alors, je vois que... le Oui, problème pour vas-y, l'instant, vas-y. c'est l'explication de la sémantique derrière la structure hiérarchique qui est extraite, qui peut être trop grosse, effectivement, parce que les prédicats sont donnés sous forme textuelle. Donc, notre idée, c'est vraiment d'avoir un système de plugin de visualisation où, si les prédicats sont des prédicats numériques, eh ben, on utilise des outils classiques d'analyse de données pour avoir des visualisations adaptées. Par exemple, pour du numérique, on aurait les bornes min et max, et puis on aurait la possibilité de choisir la moyenne ou l'écartile sans avoir besoin de connaître la théorie qui est derrière. Donc ça serait l'idée, mais ça nécessite du développement logiciel. Une autre approche aussi, c'est de générer de façon itérative. C'est-à-dire, ça, on a commencé à le faire, c'est-à-dire de générer seulement les concepts d'après et de ne pas tout dérouler pour limiter le déluge des motifs. Mais là encore, tout ça, ça passe surtout par la vulgarisation, un discours plus adapté à des non-informaticiens et des outils de visualisation, je pense. Oui, tout à fait, oui. Je ne peux qu'être d'accord que la visualisation est très importante parce que pour donner une intuition, il n'y a pas mieux. Très bien, ben, excellent. Moi, je suis impressionné par la richesse d'outils que vous avez réussi à combiner. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci Merci. pour ta Il y a présentation. Léonard. Léonard, tu as une question à Oui, poser, Léonard? oui, oui. Merci beaucoup pour la belle présentation. Ce que je voulais savoir, les données que vous utilisez doivent avoir une enveloppe convexe. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut imaginer un jeu de données où on n'a pas où on ne peut pas décrire en utilisant une enveloppe convexe? Ben, si on fait ça, on ne peut pas maintenir, on n'a pas si on n'a pas l'enveloppe convexe, il faut avoir un espace de prédicat qui est précalculé, comme ce qu'ils font dans les patterns structures en fait, et faire des plongements. Le fait d'avoir l'enveloppe convexe, euh, le fait d'avoir l'enveloppe convexe nous permet d'aller chercher les prédicats qui sont les bordures de l'enveloppe convexe. Et donc, on est dans des treillis particuliers qui sont les treillis géométriques. OK. Et donc, là, ça garantit l'existence de ces prédicats qui sont calculés à la volée. Pour ne pas, si on n'a pas d'enveloppe convexe, ça veut dire que c'est l'espace de description complet qui doit être précalculé, ce qui est fait avec les patterns structures sur les intervalles, par exemple, ou autres. Et là, on peut avoir une structure de trading quelconque avec ce plongement dans cet espace de description précalculé. Parce que l'important, c'est vraiment de maintenir la connexion Galois. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions à distance? Moi, j'ai des questions, mais que je te poserai dans ton D'accord. bureau plus tard. Très bien, ben, je pense qu'on va pouvoir Oui. arrêter là. Donc, il y avait un enregistrement, on le coupe aussi. Oui, ça, je vais. Eh bien, merci d'avoir été là à distance.